Il a emmené un jour toute ma famille, sauf moi, j'étais en vacances à Nanda chez ma grand-mère et mon grand-père. Et il les a amenés sur un glacier, il avait des vols de passagers à faire et il leur a dit « Vous restez là, vous ne bougez pas, je viens vous reprendre dans un moment ». Alors bien sûr que personne n'a osé bouger, ma mère disait « Non, non, ne vous éloignez pas trop, il va arriver ». Il y avait une cabane un peu plus loin, ils avaient un peu faim, un peu froid, enfin après ils avaient un peu chaud, il y avait du soleil. Ils ont passé la journée parce que mon père est tellement pris dans ses vols, un peu oublié, qu'ils étaient toujours là-haut. Et puis en plus ils avaient peur de marcher parce qu'il y avait des crevasses, donc ils sont restés là. Et il est arrivé, je crois, les chercher, c'était 6h le soir. Toute la famille, crevant de faim, de chaud, et ils ont tout eu, je crois, ce jour-là, le chaud et le froid. Quelles que soient les conditions météorologiques, on trouve toujours une solution pour que les machines puissent prendre l'air. Pourtant, à bord de cet hélicoptère, Fernand Martignoni accomplira un vol de trop. Le 18 mars 1965, le pilote Nindar est engagé dans une mission de transport à Fratsé près de Lide. Durant la première partie de la matinée, un feu modéré souffle sous la région. Lors de la 10e rotation, les turbulences engendrées par le vent augmentent brusquement. Le pilote veut renoncer à accomplir un vol supplémentaire. Le contremaître insiste. Martignoni accepte de redécoller une dernière fois. Le transport tourne à la catastrophe. Il est 9h50 lorsque le Bell 47 est déséquilibré par une violente rafale de vent. Le pilote tente de piquer pour rétablir sa machine. L'hélicoptère touche la cime des arbres, s'écrase et prend feu. Dans un premier temps, les ouvriers qui travaillent sur place croient à la mort du pilote, tant l'incendie est violent. Ils réussissent finalement à extraire Martignoni gravement brûlé, avec 2 côtes enfoncées et souffrant d'une jambe cassée. Durant 6 mois, le pilote devra interrompre ses activités. J'ai revenu à moi, je croyais que j'avais rêvé. Au bout d'un moment, je rêvais toujours ces sapins. J'ai dit non, c'est bien vrai, hein. Entre-temps, Bruno Bagnoud a trouvé le moyen d'acheter l'hélicoptère tant convoité grâce à l'appui d'une banque de la place de Sion et à certaines facilités accordées par Sud Aviation. Il se rend à l'hôpital et propose à Martignoni un poste au sein d'une nouvelle société. Au début août 1965, Bruno Bagnoud prend possession de la première Alouette 3 civile de Suisse et d'un Pilatus Porter. Hermann Geiger prend le titre de chef pilote de la nouvelle compagnie. L'entreprise Air Glacier est née. Durant une année, le trio lutte sans merci pour permettre le développement de la nouvelle venue de l'aérodrome sédunois. Pourtant, une autre fatalité viendra frapper l'aviation valaisanne de manière particulièrement cruelle. Le 26 août 1966, au cours d'un vol d'instruction, l'avion d'Hermann Geiger percute juste après son décollage un planeur en phase finale d'atterrissage. Bruno Bagnoud se précipite au secours de son ami. Geiger décède à son arrivée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, le pilote du planeur, Charles-Albert Gabiou, succombe à son tour. L'élève Anne-Marie Chaland est grièvement blessée. Une foule immense accompagne Geiger à sa dernière demeure. Du monde entier affluent les témoignages de sympathie et de reconnaissance. À bord de l'Alouette 3, Martignoni répand des gerbes de fleurs sur les fidèles massés sur la place de la Planta. À la suite du décès de Geiger, Fernand Martignoni devient chef pilote de la compagnie Air Glacier. L'accident d'Hermann Geiger ne constituera que le début d'une invraisemblable série de drames qui endeuilleront l'aérodrome sédunois jusqu'en 1974. Le 6 juin 1968, Jean-Pierre Alette, qui devait le lendemain fêter ses 23 ans, percute un câble de transport avec le dernier Bell 47 en service à Sion. C'est à Fernand Martignoni qu'incombera la sinistre mission de rapatrier son corps depuis l'hôpital d'Andermatt. 2 mois plus tard, Armand Geiger, neveu d'Hermann et chef mécanicien d'Air Glacier, s'abat sur la colline de Montorge avec son pipère après avoir remorqué un planeur. Le 4 février 1974, la première Alouette 3 heurte une ligne à haute tension dans la région de Domodossola. Le pilote Pierre Pellegrin, son assistant Bruno Bartholdi ainsi qu'un passager sont tués sur le coup. Une fois de plus, Martignoni prend en charge les opérations de secours. Il parlait très peu déjà de son métier. Et quand il y avait des drames, il se renfermait beaucoup sur lui-même. Je crois que c'est sa façon à lui d'éviter d'en parler. Pour lui, ça
Ça lui évitait peut-être de faire venir les choses, donc tout ce qui est les mauvais côtés du métier sur sa propre personne, je suppose. Je vois ça comme ça, pour nous éviter aussi des peurs. En 1973, une tragédie frappe la famille Martignoni. Fille du pilote, Rose-Marie meurt lors d'un accident de moto. Sa sœur Micheline se souvient. Le matin de l'enterrement de ma sœur, il est parti faire un vol. C'était sa façon à lui d'exorciser un peu ce drame. Ma mère l'a mal vécu, nous aussi, on ne se comprenait pas pourquoi aller partir voler quand on va... Et pour lui, je pense que c'était un moyen d'échapper un petit peu, de se retrouver lui-même à penser à ce drame tout seul, parce qu'il vivait beaucoup de choses, tout restait en dedans de lui, c'est son caractère, il n'a pas envie de sortir ses émotions, ou il n'arrivait pas à les sortir. Durant les premières années d'existence de la compagnie Air Glacier, le travail se fait rare pendant les mois d'hiver. Afin de permettre la survie de sa société, Bruno Bagnoux signe des contrats avec des missions techniques de l'ONU. À 2 reprises, il se rend en Afrique pour des périodes de 6 mois. Fernand Martignoni, resté à Sion, assure l'intérim. Au fil du temps, le tourisme hivernal de masse se développe, l'hélicoptère est de plus en plus sollicité. En 1969, Sud Aviation annonce l'arrivée d'une nouvelle machine baptisée Lama. Cet appareil rustique est capable de soulever une charge équivalente à son propre poids. À bord de cet engin, le pilote d'usine Jean Boulet atteindra l'altitude de 12 440 mètres en 1972. Ce record mondial ne sera jamais égalé par la suite. Le 18 juin 1971, Bruno Bagnoux et le chef mécanicien Guy Gaudry se rendent à Marignane pour prendre possession d'un premier exemplaire de cet appareil aux performances déconcertantes. À bord de cet appareil, Fernand Martignoni accomplit un nombre incalculable de transports et de sauvetages. Fernand nous a apporté beaucoup de choses, parce que c'est un pilote extrêmement fin, extrêmement complet, et c'était quelqu'un, moi je disais toujours, si Fernand ne fait pas ce vol, personne d'autre le fait. Lors des missions de sauvetage et de transport, la réussite de la mission est généralement attribuée aux pilotes. Pourtant, rien ne serait possible sans les compétences et le travail acharné des auxiliaires de l'ombre que sont les assistants de vol. René Minig, un homme au caractère entier mais extrêmement attachant, a été le plus fidèle compagnon de vol de Fernand Martignoni durant d'interminables journées de travail. Oh, de temps en temps, il faisait un petit peu une moue, mais le matin, quand il disait bonjour, j'étais sûr que ça allait tout bien. Il disait pas bonjour, j'étais content quand je pouvais voler avec lui, comme ça quand on voyait une bête sauvage, je lui disais, hey, il y a des chamois là. Ah, alors là, ça partait. Alors on était toute la journée bien ensemble, tip top. Des fois, on travaillait depuis le matin à 7h jusqu'à qu'on avait fini dans l'après-midi. Alors on ne mangeait pas, et les ouvriers non plus. Alors, puis ça a été un moment pour finir, les ouvriers, ils ont dit, maintenant c'est stop, maintenant on fait 1 heure de pause à midi. Mais Fernand, il tournait en rond, les mains en poche, mais il ne mangeait pas. Au fil des années, le nombre d'alpinistes en haute montagne se fait de plus en plus nombreux. Il en résulte une demande croissante en matière de sauvetage. Lors d'interventions difficiles, Fernand Martignoni fait figure de référence. On l'appelle de plus en plus souvent, de jour comme de nuit. Combien de fois je lui ai téléphoné le soir? Les filles, ils n'osaient pas lui téléphoner. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il m'a dit, téléphone-lui, toi, t'es bien avec lui. Il disait, Fernand, on a un sauvetage. Où? Là, à tel et tel endroit. Eh ben, je viens tout de suite. Et voilà, puis on partait les deux, tranquilles, jolis. Bonjour, police cantonale. C'est pour un sauvetage. À partir de 1972, les secours en montagne commencent à s'organiser de manière structurée. La police cantonale met à disposition des sauveteurs des gendarmes guides. Jacques Michelet, aujourd'hui responsable de l'organisation cantonale des secours, était à l'époque la figure de proue incontestée du sauvetage en montagne. À de nombreuses reprises, il a participé à des interventions avec Fernand Martignoni.